Très bien. Bah, écoutez, on va commencer puisqu'il est donc 11 heures et puis nous commençons à être un peu nombreux. Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier volet d'une série donc, de 3 webinaires sur ce qu'on ne vous dit jamais sur la levée de fonds. Je suis Anne-Sophie Gouzy, consultante associée du cabinet Rainmakers et Partners et animatrice de ces webinaires. Donc, nous commençons 11 heures et nous sommes ensemble pour 1 heure. De questions et de réponses, donc avec nos intervenants que vous voyez donc à l'écran. Et donc, je vous remercie à tous d'être là et pour votre implication. Et je vous les présenterai au fur et à mesure donc, des questions. Donc, dans ce rendez-vous, je suis assistée, vous l'avez déjà entendu, à la technique par Raphaël Champagne. Donc, Raphaël, je vais te laisser la parole et le soin de te présenter et puis de nous expliquer un petit peu ton rôle par rapport aux participants de ce webinaire. Oui, merci Anne-Sophie. Bonjour à tous. Alors, je suis effectivement Raphaël Champagne. J'ai rejoint Rainmakers pour mon stage de fin d'année, fin de cursus universitaire même, au sein de Grenoble IAE en M2 entrepreneuriat et management de projet. Donc, j'ai rejoint Rainmakers il y a 2 mois en tant que consultant junior. Et mon rôle pour ce webinaire est d'assister Anne-Sophie et vous-même, vous tous, participants et animateurs, si jamais il y a des problèmes techniques, tout devrait bien se passer. Euh, et puis aussi pour vous rappeler que vous disposez du chat pour poser vos questions. Et moi, on va récolter ces questions pour vous fournir une foire aux questions à la suite des webinaires que l'on va construire avec les animateurs et pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en privé également s'il y a un problème technique. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Et d'ailleurs, pour plus de fluidité, à tous les participants, n'oubliez pas bien de mettre votre prénom et nom sur vos pastilles. Parfois, il y a juste des abréviations pour qu'on puisse voilà, éventuellement échanger directement avec vous. Merci beaucoup, donc, Raphaël, pour cette assistance. Alors, pour cette série de webinaires, nous avons voulu vous proposer un fil rouge qui est pour la levée de fonds, la présenter comme une épreuve de sport de haut niveau, voire une épreuve olympique, avec cette idée d'une rencontre à un moment donné entre le sportif, l'entrepreneur et ses interlocuteurs, les investisseurs, et peut-être ce rôle justement de l'investisseur qui est entre le sélectionneur, le jury, le compétiteur. Bon, vous ferez une idée de quelle est sa place, puis nous aurons l'occasion peut-être d'en discuter pendant ce webinaire. Nous vous proposons surtout d'essayer de casser les codes d'une présentation de la levée de fonds toujours chronologique avec les différentes étapes, à quel moment, combien. Nous vous proposons 3 niveaux de lecture dans cette série de webinaires. Aujourd'hui, on va parler des compétences qui sont mobilisées pendant cette phase. La semaine prochaine, mardi prochain, même heure, on vous parlera de la préparation à la levée. Quand est-ce qu'on est avant la levée? Quand est-ce qu'on est dans la préparation de la levée? Voilà, la nature de cette préparation, la charge de travail. Et puis, dans 15 jours, nous aborderons un sujet qui est finalement peu traité avec la levée de fonds, qui sont les effets leviers. Et nous attirerons à nous l'augmentation, enfin ce que l'augmentation de capital génère en plus. Et ça permet vraiment de quantifier finalement combien je dois aller lever en capital compte tenu des effets leviers. Donc ça, ce sera dans 15 jours. Mais maintenant, le temps passe vite, donc plongeons-nous directement dans le grand bain pour cette heure de webinaire consacrée aux compétences qui sont mobilisées. Un petit mot sur cette levée de fonds, toujours considérée comme un passage obligé pour bon nombre de sociétés et en particulier quand on parle de start-up. Juste un mot sur le fait que c'est du cash qui est apporté par plusieurs investisseurs ou plusieurs investisseurs. Ils rentrent dans les caisses et en échange, il y a une création d'actions de la part de l'entreprise, de l'entrepreneur. Donc, cette levée de fonds, c'est une sorte de transaction, en fait, entre 2 acteurs, l'entrepreneur et l'investisseur,
Qui dit transaction financière, moi, ça m'évoque le commerce et donc j'ai envie de me tourner vers nos entrepreneurs parce que ma première question, elle sera d'explorer peut-être cette fameuse compétence commerciale parce qu'on passe des mois, voire des années pour certains produits, à bâtir un produit qui, vous m'excuserez l'expression, mais qui fit parfaitement avec le client. On construit un argumentaire de vente pour le produit. Mais est-ce qu'on fait la même chose finalement pour son projet d'entreprise? Alors, je vais me tourner vers vous, Corinne et Bernard Pin. Vous avez créé CM une start-up spécialisée dans la conception et le développement de dispositifs médicaux pour la chirurgie cardiaque. Vous l'avez créé, je crois, en 2015. Vous avez déjà levé des fonds en 2019. Je crois que même là, vous êtes dans une phase de nouveau de levée. Donc, je me tourne vers vous pour vous interroger. Et je vais peut-être privilégier Corinne, peut-être dans un premier temps, si vous me permettez l'un et l'autre, parce que je te connais un peu, Corinne, je connais ta compétence justement à manier le verbe, et si je ne m'abuse, je crois même que tu as mis cette compétence au service d'un roman. Tu as écrit un roman, donc bravo. Un roman historique. Bah, tu nous en parleras si tu veux, mais j'avais vraiment envie de voir, toi qui sais compter des histoires, et finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de savoir faire ce fameux storytelling? Est-ce que ça rejoint l'argumentaire commercial? Voilà, j'avais envie de prendre ton avis là-dessus. Alors, justement, j'ai toujours dit, parce que j'ai quand même derrière moi 25 ans de commerce international. Une levée de fonds, c'est pas tout à fait pareil. Commercial, c'est qu'on a un produit défini et que l'on a une stratégie de vente avec des cibles bien déterminées. Bon, la cible, on l'a toujours. On cible, il y a toujours une cible, mais le discours est complètement différent parce que la grosse difficulté, c'est que l'on ne vend pas quelque chose de bien défini, souvent pas abouti, je dirais même. Et il faut avoir une argumentation très construite, structurée, pour arriver à convaincre des investisseurs qui sont souvent 2 fois plus exigeants qu'un commercial, qu'un client, hein, parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas abouti et souvent très, très cher. Puisqu'en fait, on demande, les tickets de levée de fonds sont souvent voilà, importants. Enfin, surtout dans notre domaine en technologie médicale, ça demande effectivement des financements très importants. Voilà. Donc, ce n'est pas le même métier, en fait. Ce n'est pas du tout le même métier. On a, par contre, la même base humaine. C'est-à-dire qu'il faut un peu de psychologie, il faut quand même adapter son discours, peut-être en fonction de la personne que l'on a aussi en face. Voilà, il y a quand même une part on va dire, il y a une petite trame de fond de compétences commerciales, mais c'est un tout autre métier. D'accord, donc voilà. on raconte une histoire à quelqu'un, j'ai entendu, qui est 2 fois plus exigeant. Oui, beaucoup plus. Du coup, moi, j'ai envie de me retourner tout de suite vers Johan, qui est ce représentant des exigences. Johan Ribet, tu es directeur de participation chez Sofimac Région et qui fait partie d'un plus grand groupe Sofimac Investment Manager, une société de gestion. Alors, tu compléteras si vraiment il me manque des choses, mais voilà, qui accompagne, il me semble, depuis une quarantaine d'années et des PME non cotées et des startups innovantes avec différents panels d'investissement. Donc, toi, tu représentes justement celui qui a ces exigences. Donc, j'ai envie de te demander tout de suite, est-ce qu'effectivement, les histoires, entre guillemets, qu'on te raconte, quel impact ça a sur toi, quel genre d'histoire, finalement, tu as aussi envie d'entendre quand tu croises un entrepreneur? J'ai tendance à penser qu'il ne faut pas une histoire qu'on attend particulièrement. Par contre, c'est une aventure humaine. Dans le monde de l'entrepreneuriat, forcément, c'est une aventure humaine. Donc, ça nous intéresse, nous, investisseurs. Ça donne un contexte, ça donne une histoire, on sait d'où ça part et ça donne une philosophie de démarrage. Bien évidemment, ça ne peut pas être la seule chose importante de ce qu'on attend de la part des entrepreneurs quand ils nous présentent leur projet. Il faut tout un tas d'autres choses. L'histoire peut être belle sur le papier. À un moment donné, il faut lui donner un peu de crédibilité et donc, on va dire, donner des arguments étayés pour nous convaincre. Et selon l'étape de l'entreprise, là où elle en est, sa maturité, il va falloir effectivement ajuster
ces discours-là, puisqu'en plus, effectivement, comme disait Corinne, en face, vous allez avoir un investisseur qui peut aussi avoir des philosophies d'investissement. Il va falloir essayer de le comprendre également. Avec certains investisseurs vont être intéressés par des startups, d'autres par des entreprises plus matures. Il va falloir essayer de comprendre aussi cela et ajuster son histoire, non pas la modifier. L'aventure, c'est votre aventure, c'est votre vision, il ne faut pas l'ajuster en tant que tel. Par contre, il va falloir, comme je parlais de crédibilité, c'était de donner les arguments qu'attend l'investisseur. Et s'il ne les a pas, ne vous inquiétez pas, il vous posera la question. Et à vous d'avoir la réponse. C'est effectivement tout un vocabulaire qu'il faut appréhender. Moi, j'entends que tu disais qu'il fallait adapter aussi ou ajuster en tout cas son histoire, bien comprendre quelle est la philosophie de l'investisseur. Est-ce que cela demande un ajustement particulier de son vocabulaire? Alors, on parle de start-up, on parle de pitch quand on va voir justement l'investisseur. Au préalable, on lui a même envoyé des documents, l'executive summary. Moi, j'entends beaucoup d'anglicismes, beaucoup de mots compliqués. Bernard, au-delà de l'ajustement de l'histoire, est-ce qu'il ne faut pas ajuster aussi son vocabulaire avec tout ce vocabulaire un peu franglais de cette novlangue, si je veux caricaturer un peu 1984. Comment on appréhende ça, tout ce vocabulaire, ces nouveaux concepts finalement qu'il faut présenter à son interlocuteur? On apprend un peu au fur et à mesure en fait, hein, donc il faut vraiment être à l'écoute, ne pas être curieux en fait, d'aller chercher un peu tous ces nouveaux termes, aller voir un petit peu ce que ça représente. Voilà, il faut être curieux en fait, il faut être très curieux. Et puis après, il y a des mots qu'il faut pas prononcer. Oui, c'est sûr, hein, problème, risque. Donc là, il y a des mots qu'il faut pas prononcer, hein, mais bon, c'est vrai que c'est une aventure. C'est une aventure humaine à la base, tout à fait. Et après, au fur et à mesure qu'on avance, on apprend tout en fait. On peut partir de zéro et tout apprendre. Et voilà, c'est la curiosité qui est importante. Et puis, l'aventure humaine se transforme petit à petit en un projet. Et ce projet, ben voilà, il évolue et on dérisque. Et on dérisque au fur et à mesure. Alors, on ne prononce pas le mot risque, mais on dérisque. Voilà, on dérisque. Et à un moment donné, le levier est intéressant et la balance fait que ça attire de plus en plus les curiosités des autres, en fait, du coup. D'accord. Alors, tu parles de balance. Moi, quand je vois balance, je vois voilà, deux côtés, deux planches, entre guillemets, et je vois au milieu des intermédiaires. Donc là, j'ai envie de me tourner vers Didier, parce que Didier, tu as toi-même ce rôle plutôt entre les deux balances. Cette gestion du vocabulaire, est-ce qu'elle n'est pas un peu difficile, justement? Quel est le garde-fou sur les mots qu'on doit prononcer, qu'on ne doit pas prononcer? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Didier Bernard, donc toi, tu es fondateur du cabinet Rainmakers & Partners, donc cabinet de leveurs de fonds, qui accompagne les entrepreneurs avant, pendant et après cette phase de levée de fonds. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur cette notion de mots, de termes, de vocabulaire et de liaison entre entrepreneurs et investisseurs? Alors, oui, d'abord, je trouve que la métaphore sportive olympique est juste. Je rappelle toujours, et Johan, tu confirmeras si c'est le cas, qu'un investisseur en moyenne reçoit à peu près 500-700 dossiers par an et puis il va en signer entre 5 et 10. Donc, c'est une compétition olympique dans laquelle il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tu es à peu près dans cette proportion, Johan? Oui, on va dire c'est 1%. 1%, oui, c'est ça. 1%. Donc, je dis toujours, en fait, c'est plus facile de réussir Polytechnique que de lever des fonds. Et évidemment, il y a une prépa, il y a une maths sup, maths spé au départ. Donc, il faut se mettre dans l'état d'esprit qu'on va avoir à vendre un projet. Et oui, on est bien d'accord tous, vendre, c'est déjà parler le langage de l'autre. Et c'est vrai que souvent, dans ma pratique, ça fait 10 ans que je fais ce métier, j'observe que
les investisseurs ont un langage, une logique, comme tu l'as dit Bernard, autour du risque. Hein, plus le projet est dérisqué, plus j'ai envie de m'y intéresser. Autour de la crédibilité, ce que tu disais, Johan, hein, je veux bien que vous me racontiez une belle histoire, mais j'aimerais avoir un peu quelques métriques. Alors que les entrepreneurs, très naturellement, eux, ils sont dans une logique d'entrepreneuriat, de création, d'innovation, de projet, de perspective, de possibilités. Un entrepreneur prend un café avec un acheteur et tout de suite il rentre chez lui en disant j'ai des très bons contacts chez machin. Donc il y a vraiment des ajustements à faire et je crois que, je me souviens, la règle de base du commerce, c'est parler la langue de l'autre. Donc oui, je vois Corinne qui approuve. Oui, donc pour moi, c'est essentiel que les entrepreneurs apprennent le langage des investisseurs parce qu'il faut vendre son projet, non pas son produit, comme ça a été dit, mais il faut vendre son projet aux investisseurs. Non seulement, alors pour info, on a créé avec plusieurs partenaires, si vous pouvez trouver ça sur notre site, on a créé un dictionnaire de la levée de fonds. Donc tous les mots sont là et c'est une façon de rentrer un petit peu dans le vocabulaire des investisseurs. Mais si je peux me permettre, c'est pas que les mots, les mots forment des phrases, c'est aussi une cohérence globale. Les investisseurs, ils ont une logique de modèle économique, une logique de prise de risque ou au contraire de dérisquage, une logique de juridique. Et donc, c'est vraiment important de présenter, non seulement d'avoir les bons mots, mais entre guillemets, de les mettre dans le bon ordre. Et tout ça, pardon. Oui, vas-y. Non, pour remplir justement pour rentrer dans les concepts. Et tout ça pour que finalement, et ce bon ordre, en fait, c'est pas forcément le bon ordre qu'on donnerait spontanément quand on parle de notre projet à des copains, mais dans un ordre qui va entrer dans la logique de la personne en face. Très souvent, par exemple, moi j'ai observé que des entrepreneurs aiment bien commencer à parler d'eux, ce que tu disais, Johan, mais en fait, moi je peux vous parler de moi pendant des heures. En fait, ce qui va intéresser l'entrepreneur, c'est l'investisseur, c'est souvent qu'est-ce qui, dans l'histoire de la personne, appartient au projet. Donc, c'est un exemple juste pour dire les choses doivent être faites dans le bon ordre, on doit maîtriser, contrôler son discours. Donc ça, c'est très important. Et puis un autre point que je voudrais souligner sur cette histoire de vocabulaire, je crois, c'est le plus important, c'est la question de la cohérence. Cohérence dans l'ensemble, entre le projet, entre les ressources qu'on y affecte, les objectifs qu'on se donne, l'équipe qui est la nôtre, cohérence entre les mots qu'on présente et les chiffres qu'on va présenter. Tout ça pour dire que finalement, un bon discours, on a inventé l'acronyme, on a piqué aux Américains l'acronyme CIA, CIA pour crédible, intelligible et attractif. Je ne sais pas si ça parle aux autres participants de cette table ronde, mais un bon projet, il a les bons mots, c'est vrai, et ces bons mots lui donnent de la crédibilité, on sent qu'il y a des preuves, lui donne de l'intelligibilité, on comprend d'où ça part et où ça vient, où ça va, et puis de l'attractivité, on se dit qu'on va gagner beaucoup d'argent avec. Ça, c'est un discours attractif. Est-ce que je peux me retourner vers Johan justement pour avoir cette vision, si elle est complémentaire de celle de Didier? L'aspect dictionnaire mots, je pense que c'est important de comprendre, quel que soit le mot. C'est important pour que l'entrepreneur, le dirigeant comprenne ce dont on parle. Et donc, c'est pas grave de ne pas connaître le mot, pas utiliser les bons mots. C'est un petit peu plus compliqué de toute façon en général aussi quand on est dans des zones plus urbaines où vous êtes mis en concurrence plus forte avec d'autres projets. Mais pour autant, je pense qu'un dossier, c'est jamais réalisé uniquement sur le fait que vous connaissiez les mots. Par contre, ce qui est derrière, ce qui est très important, ce qui a été souligné, c'est la qualité d'écoute. Effectivement, des investisseurs peuvent aussi vous poser des questions. Il faut arriver. Alors c'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné dans ces phases-là, je pense. Mais je pense que décrypter des fois aussi ce que veut l'investisseur, c'est-à-dire pouvoir lui répondre, mais derrière,
qu'est-ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est très important. Et un point aussi assez important, parce que j'entends l'aspect commercial, vente. En fait, n'oubliez pas que c'est un partenariat que vous allez mettre en place. Mais c'est un partenariat. Donc, l'aspect commerce, sur certains aspects, rentre en jeu, des négociations, des choses comme ça. Mais sur l'aspect finalité, c'est un partenariat que vous allez mettre en place, c'est des associés que vous allez avoir à côté de vous. Et ça change la donne. Ce n'est pas une relation que vous pourriez avoir aussi avec, par exemple, vos banquiers. Alors, je rebondis, Johan. Tu parles de partenariat et d'associés. Donc, ça veut dire qu'en fait, on se met d'accord sur des choses. On convient de choses sur lesquelles une méthode de travail. Tout ça, ça se rédige, ça se formalise. Donc là, je vais me tourner vers l'homme de l'art, justement, de celui qui va accompagner cette formalisation, Boris Ficheux, tu diriges le cabinet donc Ficheux et Néant, qui propose des consultations sur le droit des sociétés, plus généralement sur le droit des affaires. Donc, tu es directement concerné par cette notion d'écrire, en fait, écrire des apostrophes, ce que les associés veulent pour aujourd'hui et peut-être pour maintenant. J'ai envie de me tourner vers toi pour voir avec toi quels sont les différents items qui sont concernés dans ce pacte d'associés. Au-delà du discours, qu'est-ce qu'on va formaliser concrètement et où tu as besoin d'intervenir? On comprend les concepts, mais il y a un moment, il faut les rédiger. Alors en fait, rédiger un pacte d'associés, en fait, c'est assez simple et à la fois complexe. Ça peut s'apparenter un peu à un contrat de mariage. En fait, quand vous rencontrez un couple, un entrepreneur, quand il rencontre des investisseurs et autres, c'est s'attirer le mauvais œil que de parler de pacte d'associés. Et on a tous cette appréhension. Dans le secteur médical, c'est exactement pareil. Aller voir un médecin, est-ce que c'est pas un petit peu s'attirer la maladie? Car une fois que on a vu le praticien, on a toutes les maladies possibles et autres. Et on a vu tout à l'heure avec Corinne qui nous expliquait que, en fait, avec ces webinaires ou les différentes visios qu'il y a, de plus en plus de personnes, on va dire, avaient recours à la chirurgie esthétique, car on se voit plein de choses comme ça. En fait, c'est à nous, en tant que praticiens, de juger, et vous l'avez dit tout à l'heure, on va dire le degré de compréhension d'un entrepreneur. C'est pas un entrepreneur, on va dire, aura comme nos investisseurs qu'on a écouté tout à l'heure, ont une grande technique au niveau du verbage et des différents mots, alors qu'un jeune entrepreneur, et pas par rapport à l'âge, mais plus par rapport à une notion de peut-être sa première entreprise, n'aura pas, on va dire, cette appréhension, ce vocabulaire. Donc, c'est à nous de lui expliquer, telle clause va servir à ça, voilà à quoi sert cette clause et où est-ce qu'on va avec celle-là. Et cela peut en fait aussi entraîner, on va dire, de certaines tensions vis-à-vis de certains investisseurs, car si on met telle clause, l'investisseur pourra ne pas forcément comprendre pourquoi on met cette clause ou autre. Donc, c'est à nous d'expliquer à chacun, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, nous, on est des facilitateurs, très dur à dire un mardi matin. Mais comme un contrat de mariage, il ne faut pas se dire que les clauses sont là, on va dire, pour créer des tensions, mais justement pour les apaiser et pour justement enlever ces tensions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je reprendrai, je réutiliserai le terme que vous avez utilisé par rapport à ces détentions que j'aime beaucoup. Et en fait, voilà, nous sommes ces facilitateurs et on est là pour aider chacun à comprendre ce verbage et à aider, on va dire, chacun justement à investir. Et voilà. Merci. C'est effectivement une bonne précision. Et j'avoue que j'ai envie tout de suite de me retourner vers de nouveau nos entrepreneurs, Corinne ou Bernard. Justement, vous, voilà, quand on n'a pas eu un master en droit pour comprendre ces clauses-là, est-ce que ça vous a pris du temps? Est-ce que, alors, tu parlais, Bernard, au départ de se former au fur et à mesure. Il y a un moment donné, quand l'enjeu est vraiment éventuellement de valider l'investissement, on rentre dans le dur. Et comment on fait pour appréhender toutes ces notions
Si vous avez peut-être des anecdotes d'ailleurs à ce sujet-là, parce que j'imagine que ça crée des moments peut-être de blanc ou de questionnement. Alors, il faut dire qu'on a eu deux levées de fonds successives. Donc, la première, c'était plutôt de la love money, mais ça nous a d'abord un petit peu appris comment ça se passait, une levée de fonds, même si c'était de la love money. Donc, on a été tout de suite immergés. C'est vrai que c'est arrivé assez vite. On a eu de la chance, voilà. Par contre, la deuxième, là, c'était quand même plus, pas encore de la série A, mais ça commençait à être une levée de fonds, donc avec Sophie Mac et associée avec Crédit Agricole, et puis d'autres associés qui se sont greffés. Là, on a vu que bon, ça avait changé quand même. On avait changé on va dire de grade. Et là, on s'est dit bon, on s'est entouré. On l'a fait tout seul la levée de fonds, tous les deux. On était assez contents. C'est vrai que ça a été. On va sur le plan humain. On va dire que tous les deux, on se fait pas de soucis là pour la même chose. On est assez complémentaires et au niveau du discours, on a essayé d'être cohérent, mais je pense qu'on était un peu des amateurs. Il faut être honnête. Mais bon, on a quand même pu réussir parce qu'on avait un discours cohérent. Et je pense que ce qui a peut-être aussi transpiré, c'est notre passion. Parce qu'on nous l'a dit, nous on s'en rendait pas compte, on avait notre discours, on était immergés dans notre projet, on y croit toujours, on est passionné par ce que l'on fait. Et même si on n'avait pas été aidé pour cette levée de fonds par un consultant, je pense que notre passion a peut-être transpiré et a fait qu'on a eu un joli discours, même si c'était quelque chose d'assez spontané. Voilà. Vous avez fédéré les envies. Je pense que ça a été… Oui. Après c'est une course de fond. Je veux dire, on démarre à un moment donné et puis faut pas s'essouffler, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Faut avoir confiance jusqu'au bout. En fait, il faut, voilà. Alors, moi, j'entends du coup, il y a une notion de persévérance, là, d'endurance, de persévérance. On revient quand même sur cette notion d'épreuve un peu sportive, voire olympique, où voilà, c'est un certain temps. Alors, on en parlera la semaine prochaine, du temps de préparation, mais de manière sous-jacente, vous dites tous quand même que ça prend un certain temps, comme dirait… Voilà, tout à fait. Et après, c'est vrai que pour en revenir, tout ce qui est pacte d'associés, il y a une part de confiance avec l'avocat que l'on choisit. Et puis, c'est lui qui nous apprend aussi à comprendre un petit peu tout pour mettre en place tout ça. On a un consultant maintenant. Maintenant, pour la future levée de fonds, oui, on a un consultant. Mais moi, je pense qu'il y a aussi, il faut s'entourer des bonnes personnes. L'équipe est très importante, que ce soit l'équipe opérationnelle interne, mais tout ce qui orbite autour est aussi très, très important. Et il faut arriver à trouver un climat de confiance, à instaurer un climat de confiance qui nous permet à nous d'apprendre les choses et d'avancer, quoi. Donc, moi, j'entends qu'il y a des compétences en interne, mais il y en a aussi en externe dans lesquelles vous allez piocher. Oui, là, tout à fait. Voilà. Et vas-y, je t'en prie, Corinne. Non, mais alors, c'est une petite anecdote, mais il ne faut pas lésiner sur la qualité du consultant. C'est Napoléon qui disait, puisqu'on parle que de lui en ce moment, qui disait que pour réussir, il faut s'entourer des meilleurs. Alors, je ne sais pas si on s'est entouré des meilleurs, mais en tout cas, on est assez satisfait. Donc, on a pensé que notre choix a été assez judicieux. Il ne faut pas lésiner sur la qualité des personnes qui vont vous entourer. Ça peut être un coup de poker aussi parce qu'on n'a pas l'opportunité de rencontrer, mais voilà, il faut pas hésiter à changer quand on voit que ça va pas et que quand ça va, il faut vraiment créer vraiment un partenariat de confiance et de transparence surtout. C'est très important, la transparence. Voilà. Alors, c'est le côté entrepreneur. Johan, j'ai forcément envie de me tourner vers toi parce que cette notion de cohérence, tu en as parlé, cette notion de passion, ça m'intéresse de voir comment l'investisseur perçoit cette passion parce que voilà, c'est des points positifs.
Mais dans la négociation, certes, c'est un partenariat et une association que vous allez monter, mais finalement, il y a quand même des choses à gagner et à perdre. Et voilà, comment ce curseur entre la passion que l'on reçoit, l'émotion, se conjugue avec cette notion de négociation et des choses sur lesquelles vous ne serez pas, vous, investisseurs dans votre globalité, vous ne transigerez pas. La grosse différence, c'est que nous, on n'est pas des entrepreneurs. Donc déjà, on ne peut pas avoir la même façon de penser, la même façon de réagir à la passion, même si on peut être passionné par nos dossiers. Ça n'empêche pas que, oui, on doit être convaincu, oui, on doit avoir envie de faire le projet. Pour autant, on n'aura jamais la passion qu'ont les entrepreneurs. On gère pour compte de tiers, donc c'est quand même une façon différente d'appréhender le sujet. Par contre, notre objectif, c'est de comprendre le projet dans le détail. Donc, ça veut dire vraiment s'insérer dedans, challenger les dirigeants et essayer d'arriver au même niveau de compréhension du projet que eux, mais presque, et de comprendre. Par contre, on n'a pas l'aspect visionnaire. Là-dessus, c'est bien évidemment les entrepreneurs qui peuvent nous la communiquer. Mais voilà, et donc l'aspect cohérence, je dirais dans un premier temps, c'est le discours, et qui ensuite va être appuyé par des chiffres, c'est la pertinence du marché, enfin c'est tout un tas de paramètres qui vont être les uns après les autres étudiés pour regarder la cohérence. Et s'il y a une incohérence quelque part, de toute façon, alors soit c'est une incohérence qui est flagrante et dès le début, et là, vous avez, entre guillemets, grillé votre cartouche auprès de l'investisseur. Soit c'est une petite incohérence, et là, c'est un débat qui s'ouvre. Et je pense que pour les dirigeants, c'est très important aussi d'avoir ce type de relation-là avec son investisseur, d'être dans le débat. C'est le futur de l'association. Il faut être clair. Demain, une fois que l'investisseur rentre, c'est le début de l'aventure pour vous aussi, avec lui. Donc, le côté challenger va continuer, le côté mise en question, essayer à chaque fois pour des sujets d'importance, avoir ces réflexions avec votre associé, c'est le but de l'investisseur. Sinon, il y a une partie de la valeur ajoutée qui ne sera pas là, qui ne sera pas au rendez-vous. Si je refais le parallèle avec le sport, là l'investisseur qui cherche le partenariat, il y a un moment donné, ça devient comme le sélectionneur quelque part. Hein. Il cherche le potentiel, mais en même temps, il teste les aptitudes à le développer. Oui, sauf que on ne dissocie pas forcément le club du joueur. Le joueur est venu avec son club. Donc, non, c'est compliqué. Le parallèle est compliqué. Globalement, effectivement, c'est un tout. Est-ce qu'on a des projets qui manquaient de cohérence au début et suite aux discussions sont devenus cohérents et on a eu des belles aventures, d'autres qui étaient très cohérents, mais les chiffres ne montraient pas de vraie progression ou une vision, on va dire, d'accélération. Or, c'est l'objet même de la levée de fonds. Donc, c'est des sujets où ça peut être cohérent, effectivement, on ne va pas y aller. Par contre, au bout du bout, il faut que ça soit cohérent, qu'on ait envie d'y aller et qu'effectivement, il y ait des perspectives qui expliquent la levée de fonds. Merci. Raphaël, oui. Je me permets d'intervenir puisqu'en parlant de cohérence, justement, il y a des participants qui rebondissent sur ce point et se demandent à partir de quel degré de cohérence peut-on aller voir un investisseur, s'il faut un POC, s'il faut un certain nombre de clients, etc. Si l'un de vous veut répondre. Je peux commencer. Oui. Je laisse là, mais merci. Pour moi, il n'y a pas un seuil de degré de cohérence. Ça, il faut oublier. Il faut essayer d'être cohérent sur tous les sujets. Après, on n'a pas réponse à tout. Forcément, il y a des sujets, oui, c'est un potentiel risque, même si c'est un gros mot, mais il y a forcément du risque dans votre projet. Mais une fois qu'on l'a balisé, on voit sur quoi portent les risques. Johan, est-ce qu'on peut dire que dans ces cas-là, la cohérence, elle est un peu complémentée avec les chiffres? Parce que là, du coup,
il y a le discours et puis il y a concrètement les chiffres qui sont là. Oui, bah les chiffres ne sont que l'application même de la vision et de la stratégie qui a été évoquée. Donc, si la vision est cohérente, bon, après, on met en musique au niveau des chiffres et on devrait avoir une cohérence également. Alors, sur cette manière de présenter les choses, Didier, dans ta relation, toi, avec à l'entrepreneur, est-ce que du coup, il y a cette envie de le challenger, de le préparer à ce discours de cohérence? Oui, peut-être si je peux me permettre, la question de la cohérence dépend aussi du type d'investisseur qu'on va rencontrer. J'ai regardé dans les invités, il y a au moins 2 invités que je connais dans l'audience. L'un qui est en train de lever une centaine de milliers d'euros avec un projet qui démarre, qui va aller intéresser des business angels, qui est encore trop jeune pour intéresser des fonds d'investissement. Donc la cohérence ici, c'est qu'est-ce que je vais dire à des business angels, comment le discours va rentrer dans leur focus. On sait que cette cohérence-là, ce ne sera pas la même que si on avait été voir des fonds d'investissement qui nous auraient répondu « désolé, trop tôt ». Un autre investisseur, chacun se reconnaîtra, a déjà une société extrêmement établie, il est en train de lever plusieurs millions pour assurer un très gros développement. On est sur une autre cohérence et on est aussi sur un autre type d'investisseur. Donc, pour répondre à la question qui est posée, il n'y a pas une cohérence qui serait parfaite à mon sens, il y a vraiment un bon ciblage entre la maturité du projet, sa cohérence, et puis le type d'investisseur que l'on va voir. Et il est clair qu'un projet au démarrage qui n'a pas encore tout à fait trouvé ce qu'on appelle le product market fit n'aura pas le même niveau de cohérence qu'un projet qui a déjà 3 filiales à l'étranger et qui cherche à devenir une licorne. Voilà un petit peu ce que je pouvais répondre là-dessus. Après, toujours par rapport à cette cohérence, j'ai bien aimé, Johan, ce que tu disais quand tu parlais d'association, et puis quelqu'un d'autre a prononcé le mot mariage. L'avocat. C'est Boris, pardon, voilà. Boris, tu avais parlé de Boris. mariage, c'est Boris. Et donc, la clé, effectivement, on est en train d'organiser un mariage entre un investisseur et un entrepreneur. Comme dans le mariage, ce sont 2 personnes différentes qui vont avoir un projet familial en commun. Ce que je trouve intéressant, c'est d'abord de se souvenir que tout est super le jour du closing. Hein, Boris, c'est en général, j'imagine que tu as toujours du champagne au frais pour ces moments-là. Après, il y a la vie, et on le sait aussi. Hein, Johan, Corinne, il y a aussi des moments différents de ce qu'on avait prévu. Hein. Et ce que je trouve vraiment intéressant, et d'ailleurs, si on reprend aussi l'analogie du mariage, nous, on serait un peu les matchmakers, hein, comme dans les films, les leveurs de fonds. Mais surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est cette période de fiançailles. Quand on négocie, quand on discute, quand on se parle ensemble, c'est ce que tu disais, Johan, en fait, on va s'ajuster, on va parfois s'engueuler, on va négocier. Et finalement, dans toute cette relation sur plein de dimensions qui s'exercent entre l'entrepreneur et l'investisseur, en fait, on est en train de constituer le mariage. Les fiançailles, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je suis peut-être vieille école, mais les fiançailles, c'est pas n'importe quoi. C'est bien ce moment où tout le monde se cale. On apprend à se connaître, on apprend, y compris en négociant dur, hein, mais on apprend à voir comment les autres fonctionnent sous tension. On apprend à voir qu'est-ce qui est important, comment on est capable de construire des compromis créatifs ou pas, quelles sont les valeurs, etc., etc. Je ne parle pas de valeurs financières, mais on apprend aussi à voir pendant cette période comment le projet évolue. Parce que le projet qu'on présente au début de la levée de fonds, 9 mois plus tard, c'est comme un bébé, mais 9 mois plus tard, il a bougé. Et on regarde s'il a bougé dans un sens ou dans l'autre. Donc oui, cette période de négociation, cette relation qui s'instaure, c'est super important. Et c'est très positif et créatif, même si c'est parfois, et vous l'avez dit, amis entrepreneurs, c'est long, c'est lourd, ça prend du temps, c'est challengeant, ça inquiète, etc.
D'où l'intérêt de s'associer aussi justement à des compétences externes qui rassurent sur les enjeux. Là, Boris, c'est typiquement dans ces fiançailles. Alors, tu parlais, Didier, que Boris intervienne vers la fin. Je veux bien que tu nous guides un peu, Boris, justement, comment s'articule le rôle enfin, la compétence de l'avocat aux côtés de l'entrepreneur. À quel moment il intervient? Est-ce que c'est vraiment tôt? Est-ce que c'est tout au long de ces fiançailles ou c'est vraiment juste au moment du mariage? Eh bien, en fait, pour répondre à ta question, je vais dire les deux, tout simplement. Et là où on a énormément de chance, enfin, ma génération à moi, c'est que Internet a vulgarisé, en fait, tous les termes que l'on voit. Si vous tapez sur Internet pacte d'associés, les personnes qui vont venir nous voir, nous, ont déjà énormément de questions et ont déjà énormément de réponses. Je prenais l'analogie tout à l'heure sur le médical. Avant d'aller voir votre médecin, vous savez exactement quelle maladie vous avez. Et après, vous avez besoin, on va dire, d'avoir un sachant, entre guillemets, car c'est assez prétentieux, qui va venir pour vulgariser ce que vous avez pu voir sur Internet et peut-être, on va dire, vous apporter les éclaircissements nécessaires. Après, il existe deux types de dossiers pour des levées de fonds ou autres. C'est soit vous le prenez tout de suite en amont, et c'est ce que j'explique assez souvent avec les clients, c'est que quand on constitue une société, en fait, on ne sait pas qu'on est potentiellement millionnaire, peut-être qu'on ne le sera jamais, peut-être qu'on ne va jamais lever des fonds, mais si le dossier est bien préparé dès le début, c'est comme une maison. Si la base est bonne, ça sera beaucoup plus simple d'amener votre dossier vers des leveurs de fonds, comme l'ont dit Didier et Johan tout à l'heure. Mais inversement, arriver aussi à la fin. Et nous, notre job, à nous, c'est justement de présenter la mariée, comme l'a dit Didier tout à l'heure, pour justement qu'elle soit belle. Et justement, à nous d'expliquer à nos entrepreneurs, voilà ce qu'attend en fait, ce qu'attendent nos futurs investisseurs pour que votre dossier soit bien et à nous de crédibiliser après tout ça. Mais c'est vrai qu'Internet a vulgarisé. Alors, c'est à la fois un défaut, parce qu'en fait, avant, c'était très simple. Comme il n'y avait pas Internet, les gens étaient vraiment les sachants et autres. Maintenant, aujourd'hui, on a des personnes qui ont des vraies questions, des vraies interrogations. Et c'est un challenge qui est très passionnant parce que les entrepreneurs sont de plus en plus exigeants et intelligents. Et ça, c'est très agréable. Autant challengé finalement. Exactement. Alors, j'allais dire, vous nous faites rêver avec cette notion de mariage. Alors, c'est peut-être le mariage moderne, mais c'est quand même un mariage qui un jour prend fin. Donc, c'est quand même un mariage un peu particulier. Et quand même, tout était déjà écrit, Boris, me semble-t-il. La fin, les conditions de fin de cette belle histoire d'amour sont déjà pensées et elles sont pensées avant même que tout évolue. Didier et Johan, vous parliez du projet qui évolue entre le moment où on signe le pacte d'associés et finalement le moment où l'investisseur va à un moment donné ressortir pour une fois qu'il y a eu cette accélération dont tu parlais, Johan. Comment on écrit ça déjà en amont? En fait, c'est très simple. Comme l'ont dit Didier et Johan tout à l'heure, également Corinne, c'est les fiançailles. En fait, c'est la discussion qu'il va y avoir avec nos futurs investisseurs pour justement voir où on va aller. Comme l'a dit Johan, il y en a avec certains investisseurs, on va batailler, il va y avoir des tensions, mais c'est des bonnes tensions. Car c'est en discutant que l'on sait exactement en fait, ce que chacun veut. Peut-être qu'un investisseur va vouloir rester 3, 4 ans, 5 ans. Peut-être qu'un investisseur aura besoin, on va dire, de multiplier par un certain coefficient son investissement initial parce que ses associés lui demandent. Mais peut-être aussi que certains investisseurs ont besoin d'avoir, on va dire, une crédibilité par rapport à un investissement éthique, par rapport à un développement, on va dire, dans une société, en fait, de communication. En fait, un investisseur aura peut-être besoin de communiquer sur la société dans laquelle il va investir. Donc, c'est une affaire de discussion et de longues négociations. En fait, c'est une communication. Comme un couple. Il faut savoir, pour faire un bon contrat, il faut savoir communiquer. Alors moi j'entends un monde idéal dans lequel en fait tout se passe bien et pourtant beaucoup d'entrepreneurs que je croise en cours ou en fin de levée sont en général
physiquement presque et moralement sont quand même éprouvés. Alors, Corinne Bernard, parlez-nous de ça quand même. Au niveau les discussions, les interrogations, c'est aussi beaucoup de remise en question parce que finalement, vous êtes challengé, mais on vous demande quand même d'aller argumenter et d'être voilà, convaincant. Donc finalement, c'est assez éprouvant humainement parlant. C'est beau, certes, mais on sent qu'il y a quand même derrière une sollicitation physique et morale. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'en fait, on doit rendre des comptes, et se rendre compte, nous aussi, en rendant des comptes, parce que bien sûr, il faut qu'on rende des comptes auprès de nos investisseurs. Et ça nous fait, c'est vraiment un travail de fond en fait que l'on fait régulièrement en fait. On parlait de mariage tout à l'heure et c'est vrai que c'est un mariage qui peut être très houleux, hein. C'est-à-dire qu'en fait tout va bien au début, on a fait la levée de fonds, on s'embrasse tous, un champagne. Et au fil du temps, il y a une petite usure, on se connaît bien, on commence à connaître un peu nos défauts les uns les autres. Et ce mariage peut être fragile. Donc, il faut être très vigilant. Alors, nous, on essaye de faire au mieux. Hein. Par moment, on n'a pas toujours le temps. Mais on comprend déjà que communiquer, c'est-à-dire qu'en fait, comme dans un couple, hein, qu'est-ce que tu fais ce soir, où tu vas ben c'est pareil, en fin de compte, avec les associés, là où vous allez, qu'est-ce que vous en êtes où il faut les rassurer. Et moi, je les comprends, hein, mais nous, de notre côté, c'est chronophage aussi. On dit oui, alors on fait ça, on en est à un stade. On a l'impression qu'on fait plus pour les investisseurs qu'on le fait des fois plus pour nos projets. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oui. À peu près, hein, je grossis un peu la chose hein, pour marquer le. Voilà. Non, mais d'où l'importance du pacte d'associés. Parce que quand tout va bien, on se dit, mais ça sert à quoi? Et puis, quand ça commence à dévier un peu, on se dit, bah, tiens, heureusement que c'est écrit, parce qu'au moins, là, c'est clair. Il y aura pas On revient au contrat. Voilà, non, mais tout à fait, voilà, c'est hyper important. Je voulais intervenir à un moment donné quand on parlait pour l'argumentation, parce qu'il y a peut-être des chefs d'entreprise parmi et peut-être des jeunes start-upers, je ne sais pas. Il y a un exercice qui est bien avant de finalement se confronter au monde des investisseurs, hein, pour en avoir fait pas mal, c'est de passer des concours, des appels à projets, parce que les appels à projets ont des exigences. Hein, et selon le thème, selon, on va dire, tel ou tel appel à projet, selon l'envergure de l'appel à projet, on construit un discours. Et on le fait, on fait de la rédaction. Hein, et ce qui fait qu'on fige finalement certains arguments qui peuvent aider par la suite quand on va confronter aux investisseurs. Moi, je pense que je conseille de faire des appels. C'est chronophage, mais c'est très important parce qu'au moins, on a une trame de discours qui pourra servir pour plus tard. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça permet de ne pas rencontrer trop tôt l'investisseur. Je pense que Johan peut-être peut nous en parler, parce que je crois que tu participes justement à des jurys ou des concours. Donc, tu vois parfois des entrepreneurs avant même qu'ils te proposent des dossiers. En fait, effectivement, il y a souvent des investisseurs qui sont présents au concours, pas pour faire leur marché d'ailleurs. Hein. Moi, je ne me suis jamais permis de contacter une entreprise qui était passée dans un concours. Non, c'est pour donner aussi un petit peu de notre expérience, et on sait que à un moment donné, plus les dirigeants, les entrepreneurs auront testé leur modèle auprès de différentes sources, plus quand ils arriveront pour une sollicitation réelle de levée de fonds, si en plus ils sont accompagnés, globalement, on aura un dossier qui aura déjà pris de la maturité. Voilà, c'est ça tout l'intérêt. C'est comme le Lean Startup. On fait ça aussi avec le produit. Didier, tu m'as initié très tôt au Lean Startup, mais on fait finalement la même chose avec l'investisseur en tâtant le terrain. Oui, et c'est aussi ce qu'on fait quand on prépare la documentation d'une levée de fonds. Finalement, alors je plaide pour ma paroisse, le leveur de fonds, c'est un sparring partner. Ce qui se passe dans les concours, et c'est très complémentaire, ça se passe aussi au moment où on rédige le mémo. Le job, c'est effectivement de challenger le projet, les entrepreneurs, jusqu'à ce que, quelque part, on ait un discours qui tient la route et qui sera opposable ou challengeable à son tour par l'investisseur. Mais parce qu'une levée de fonds, c'est long, hein, ça va prendre 9 mois, 1 an et demi.
il y aura beaucoup de contacts entre les investisseurs et les entrepreneurs et c'est fatigant d'inventer les réponses au fur et à mesure. C'est mieux d'avoir préparé un petit peu son discours, quoi. Si je peux me permettre, je rebondis avec le chat en parallèle. Peut-être faire un petit élément de réponse sur les valeurs qui animent les investisseurs et peut-être ne pas oublier que tous les investisseurs ont des spécificités. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur cet élément-là, que peut-être l'entrepreneur ne va pas aller voir tous les investisseurs qui se présentent à lui ou... Alors moi, je me tournerais bien d'abord vers Johan, mais aussi après vers Boris, vous verrez pourquoi. Je me serais d'abord tourné même vers Didier, parce que moi, je représente une typologie d'investisseurs plus ou moins. Et en fait, effectivement, les valeurs, alors valeurs, on ne parle pas de valorisation, hein, on parle de valeurs, elles sont très multiples, elles sont liées à la personnalité de l'investisseur, mais surtout à la philosophie de leur véhicule d'investissement. Et là, vous avez effectivement différentes typologies d'investisseurs. Mais je laisse la balle au bon. Alors tu la donnes à Didier, du coup je vais la laisser, puis je poserai une petite question complémentaire à Boris sur ce point. Alors, les valeurs des investisseurs, c'est une question difficile. Je pense que c'est un petit peu comme lorsqu'on parle des valeurs d'une entreprise. Il y a celle de la collectivité que représente le fonds d'investissement. Et puis, il y a les valeurs de la personne qu'on a en face de nous. C'est quand même beaucoup une affaire de bons hommes et de bonnes femmes, si je peux me permettre. Donc, est-ce qu'on a un fit avec la personne? Je crois que c'est très important. Est-ce qu'on a envie d'accueillir cette personne à son board? Est-ce qu'on sent que cette personne va nous apporter quelque chose? Je me souviens de rendez-vous entrepreneurs investisseurs où les entrepreneurs sortaient avec des étoiles dans les yeux en me disant celui-là, Didier, il nous le faut. Et à ce moment-là, ça marche ou ça marche pas parce qu'il y a des contraintes et ça nous amènera aux différents types de fonds. Mais il y a les personnes. Et puis après, chaque fonds, et comme le dit Johan, chaque fonds a sa thèse d'investissement, a sa philosophie. Elle a aussi un historique. Et on encourage toujours les entrepreneurs, je ne sais pas si Bernard et Corinne, c'est ce que vous avez fait, à faire aussi leur propre enquête et à appeler des sociétés dans lesquelles le fonds a déjà investi pour savoir comment ça s'est passé. Parce que il y a des fonds qui sont connus pour dire les choses gentiment, un peu durs. Il y en a qui sont connus au contraire pour accompagner leurs entrepreneurs dans la durée, pour être des vrais partenaires de confiance, même quand ça ne va pas. Et donc ça, on ne le sait que si on va chercher un petit peu. Alors nous, on a un peu d'expérience là-dessus, mais le mieux, c'est quand même d'aller faire une enquête terrain. De la même façon que l'investisseur fait ses due deals, il appartient à l'entrepreneur de faire son propre travail d'enquête, de due deal, pour savoir si cet investisseur est cohérent par rapport à son projet. C'est vrai que nous, on a eu la chance d'être incubés, en fait. Donc ça nous a permis justement de parler à travers l'expérience de nos incubateurs, d'avoir les retours. Hein, voilà. Après, ce qui est important à voir, c'est aussi la notion de risque, de dérisquage. C'est-à-dire, pour mon expérience, ce que je pense, c'est qu'il faut déjà avoir suffisamment de love money pour faire une preuve de concept qui permette d'envisager un avenir assez serein, en fait, on va dire. Parce que allez voir, même un business angel, hein, comme vous disiez tout à l'heure, même un business angel, même un family office, même des gens qui généralement investissent early, très tôt, ils ont quand même peur. Donc, il faut quand même vraiment arriver à les rassurer tout de suite. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même une base des fonds propres suffisants au démarrage. Alors, on peut faire des leviers, donc c'est vrai que ça aide aussi beaucoup. Ça, vous le verrez dans la troisième partie. Donc, il ne faut pas penser que l'argent qu'on apporte. Hein, il y a aussi pas mal de leviers entre BPI et puis tout le reste. Mais avoir suffisamment déjà de fonds propres pour poser les brevets, les assurer les 2-3 premières années et puis faire des preuves de concept bien vivantes, en fait. Oui, parce que nous, on n'a pas choisi le projet le plus facile. Hein. Oui. En fait, il faut mettre le paysage quand même. On est dans la technologie médicale, dans la cardiologie, avec un classe 3. En plus, là-dessus, on a eu des nouvelles réglementations au niveau… C'est la classe de risque, hein, la plus élevée. Voilà. Nous, on est risque maximum, avec un retour sur investissement qui n'est pas très
séduisant pour les investisseurs, La puisque durée, la durée. voilà, la durée est très longue pour voilà. Donc il faut savoir que nous travaillons depuis 5 ans, même voire plus, sur ce projet-là. On parle, je pense qu'il y a quelqu'un qui est de Carmat, non, dans le, et ce qu'il faut savoir, c'est que Carmat a mis 20 ans, hein. 20 ans. Alors, ça ne fait pas rêver. Hein, ça fait pas rêver. Par contre, effectivement, c'est x15 au niveau de retour investissement. Hein. Voilà, c'est là où elle rêve. Voilà, nous, le rêve, on a quand même on peut s'appuyer sur des success stories qui sont, effectivement, qui met des étoiles dans les yeux. Hein, mais il faut que les investisseurs ont la culture du médical et du retour sur investissement très long. Voilà. Et ce n'est pas toujours évident d'en trouver, et on en trouve de moins en moins. Merci de cette précision. Moi, c'est vrai que c'est ce qui fait la beauté de notre secteur médical. J'avais envie de compléter un petit peu ce que vous disiez dans cette notion de philosophie de l'investisseur. Boris, toi qui du coup écris les exigences entre guillemets des uns et des autres, est-ce que finalement dans l'appréhension, dans la compréhension de la nature ou de la philosophie des investisseurs, l'avocat n'est pas aussi un bon pourvoyeur d'informations, parce que toi, tu sais, les investisseurs qui ont des exigences particulières et qui sont prêts à lâcher ou à ne pas lâcher sur certains points, il me semble que dans la discussion avec l'entrepreneur, l'avocat, il nourrit beaucoup quand même cette compréhension de la philosophie de l'investisseur. C'est ça, en fait nous sommes au milieu, et c'est à nous justement de présenter les bonnes personnes, comme un mariage. Hein, on ne va pas faire marier, on va dire, des personnes qui n'ont strictement rien à faire ensemble. Et un entrepreneur, qui a besoin, on va dire, d'avoir une certaine liberté, on ne peut pas lui mettre à des investisseurs à qui il faut renvoyer, on va dire, des réponses, on va dire, tous les jours. Et alors que certains, j'ai certains clients, Didier, bien vu dans les panélistes tout à l'heure, qui arrivent à faire des boards assez régulièrement, justement pour satisfaire ces investisseurs-là, car ils ont cette culture. Mais c'est à nous, en fait, de savoir faire matcher les bonnes personnes, car il y a des personnes qui ne vont pas matcher et d'autres qui vont matcher. Hein. On est là au milieu, mais c'est vrai que c'est une vraie sensibilité à avoir. Et Didier et Johan l'ont dit tout à l'heure, il y a des jolis dossiers, on dit il faut absolument les avoir, et au final ça se fait peut-être pas, mais il faut se dire que ça ne devait pas se faire. Il faut pas avoir d'ego, c'est un investissement, et si un contrat ne se fait pas, c'est comme un mariage, il faut savoir accepter de laisser ce dossier à d'autres collègues investisseurs, car il n'était pas fait pour nous, tout simplement. Alors moi, ce que j'entends, c'est que notre parallèle avec le sport, oui. on peut l'oublier. On va tout remettre sous la thématique du mariage des fiançailles. Et bon, je vois l'heure qui tourne et qu'on arrive au terme. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on aurait encore à dire, mais si on revient sur le sujet qui était des compétences, vous en avez cité beaucoup. Alors, je vous avais demandé un petit exercice justement pour essayer peut-être de clore peut-être cette thématique. Si vous pouviez me donner justement 3-4 compétences pour vous qui sont vraiment mobilisées. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas forcément celles qu'il faut avoir, hein, mais celles en tout cas qui sont challengées et sur lesquelles en tout cas l'entrepreneur a besoin de travailler. Est-ce que je peux vous demander à tour de rôle d'en citer quelques-unes? Boris, tu avais le dernier mot, je me permets de te ressolliciter tout de suite. Alors en fait, Anne-Sophie, pour revenir sur le thème du sport, eh bien en fait, un entrepreneur doit être endurant. Donc, il doit aussi être à l'écoute de son coach et de son entraîneur, et il doit aussi accepter, on va dire, comme un sportif, les échecs s'il veut réussir après par la suite. Donc, la notion d'ego doit, à mes yeux, il faut accepter de ne pas avoir justement d'ego. Donc, c'est 3, on va dire, qualités essentielles à mes yeux. Intéressant. Johan, est-ce que tu as des idées sur… Enfin, je sais que tu en as, mais est-ce que tu peux partager? Il m'arrive d'avoir des idées.
Non, moi, j'en aurais 4. Effectivement, être quelqu'un qui anticipe les choses. Parce qu'on l'a dit, une levée de fonds, ça prend du temps. Ça veut dire que derrière, il faut que vous soyez mis en ordre de bataille, ainsi que votre société, pour faire cette levée de fonds et prévoir le temps nécessaire. Parce que un risque qui arrive souvent en levée de fonds quand c'est mal préparé, c'est que vous vous trouviez avec des problèmes de trésorerie. Et là, la levée de fonds se fait dans des contraintes qui ne sont pas bonnes. Faut être pas bonnes pour personne. Hein. Donc, ça effraie des investisseurs. Ceux qui veulent font un peu donnent l'aspect d'être des vautours. Donc, non, je pense, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais par contre, le fait d'avoir cette capacité à anticiper, c'est une vraie compétence. Ensuite, être disponible, le côté être endurant, mais aussi disponible, être transparent. Pour moi, l'investisseur doit couvrir des choses. Donc, le sujet de la communication, elle est importante, mais c'est d'être transparent. Si effectivement, il y a une problématique, il vaut mieux la dire, quitte à ce que ça ne se fasse pas. Parce que si ça se fait et que ça s'apprend après, ça ne fera pas avancer, ça posera plus de problèmes que ça en résout. Donc, la transparence. Et le dernier point, je l'ai vu dans le chat à un moment donné, c'était avoir cette capacité à être synthétique tout en ayant cette capacité à être capable de vulgariser. Parce que des fois, on a en face à des activités techno, l'investisseur peut être quelqu'un qui est sensible à votre marché, à votre secteur d'activité. Pour autant, ce n'est pas forcément un pur spécialiste comme vous. Donc, il faut avoir cette capacité à vulgariser et lui-même va avoir besoin de vulgariser le sujet dans son process interne de sélection de dossiers. Donc, voilà, ce serait ces compétences-là. Merci. Je vais me tourner vers Didier pour la même question. Alors, bon, je l'avais préparé, hein, mais j'aime bien ce qui a été dit, ce que tu as dit, Boris, sur l'ego. Moi, la question de l'ego, je dirais, ceux qui entourent l'entrepreneur ne doivent pas être dans l'ego, surtout. Et c'est ce qu'on se dit beaucoup entre nous dans notre cabinet, mais on le vit tous, c'est-à-dire qu'on est tous au service d'un projet, et si on commence, nous, à mettre de l'ego, alors là, c'est la fin des haricots. Je rejoins en partie ce qui a été dit. La première qualité pour moi, c'est le sens du timing. Les Grecs appellent ça kéros. Une levée de fonds, tu l'as dit, Johan, ça prend un temps pas possible. Si on arrive en se disant, nous, on est tout le temps sollicité, enfin tout le temps, c'est orgueilleux, mais on est souvent sollicité par des employeurs qui disent, ah, je voudrais lever alors maintenant, ils nous appellent pour lever pour septembre. Bon, voilà, c'est chaud, c'est même pas possible. Donc, le sens du timing, c'est important. Une qualité qui me paraît importante, et chacun a le sien, c'est le charisme. Vous l'avez dit, Corinne et Bernard, la passion partagée. On doit emmener des gens sur une vision, sur un projet. Si vous êtes comme Droupi à vous endormir sur votre propre présentation, ça ne marchera pas. Savoir bien s'entourer, bien sûr, c'est un sport d'équipe, on l'a bien vu pendant ce forum. Équipe interne, équipe externe. N'oublions pas l'équipe interne. Hein. Pendant que les dirigeants s'occupent de la levée, il faut que la boîte continue de tourner. Donc, et puis, les investisseurs, ils aiment bien investir sur une équipe, ce que tu disais, Johan, hein, le club, plutôt que juste l'avant-centre. Donc, savoir bien s'entourer. Et puis, je ne devrais pas le dire comme ça, mais la résilience, ça revient à ce que tu disais, Boris, sur l'endurance et puis l'acceptation des échecs. En tout cas, j'ai jamais vu, pour dire la chose, j'ai jamais vu une levée de fonds qui se déroule comme prévu. C'est compliqué. On part pour faire le Mont Blanc et puis on se retrouve en haut de l'Himalaya, ou au contraire, on se retrouve sur la Côte d'Azur. Il faut être capable d'être résilient, d'accepter que des choses bougent pendant la levée, que ce qu'on avait prévu ne fonctionne pas comme prévu, mais que d'autres opportunités se présentent et qu'on sache les saisir. Donc, la résilience me semble essentielle. Voilà, c'est la quatrième qualité. D'accord. Alors, j'ai envie de me tourner vers ceux qui ont du coup toutes ces compétences. Corinne et Bernard, bravo pour avoir mobilisé toutes ces compétences, mais est-ce que vous en voyez d'autres à ajouter, vous qui l'avez aussi bien vécu dans votre chair? Alors, nous, on a une devise Seminov, demain il fera jour. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut jamais se laisser submerger par des angoisses qui sont destructives. On essaye d'être positif. Je crois qu'en fait, on est tous les deux positifs. On va toujours de l'avant.
Et le mot résilience, ça, on l'a plus qu'éprouvé parce que croyez-moi que depuis 5 ans et plus, on a testé nos compétences en résilience, en endurance. Ça, on les a testés. Et surtout, c'est quand je parle beaucoup, désolée, mais les remises en question. Ça, on s'est beaucoup remis en question, justement parce que on était dans notre philosophie, dans notre travail. On dit souvent, hein, la tête dans le guidon, tout le monde connaît ce que c'est. Hein. Et quelqu'un qui dit non, mais c'est pas du tout ça ce qu'il fallait faire. Et alors on avait ce choix de travail comme ça, et on nous dit de changer de tout au tout et savoir écouter effectivement pour se remettre en question. On n'est pas les meilleurs, donc il y a certainement beaucoup de choses à travailler dessus. Je crois que c'est ce que tu as. J'aurais pas dit mieux. Quel joli mot de la fin. Écoutez, merci. J'ai essayé d'en noter quelques-unes. Je crois que Raphaël a aussi participé à noter tout ça. On pourra vous lister tout ce que vous nous avez dit. Un grand merci à tout le monde. Je vais redonner la parole à Raphaël quelques minutes pour voir si des petites choses ressortent un petit peu du chat. Raphaël. Vous avez été tellement complémentaires et tout dit que ça englobe tout ce qui a été dit dans le chat. Notamment effectivement l'anticipation, la cohérence du projet et du discours et aussi des chiffres. Et c'est vrai qu'il y a eu un point assez insistant sur la vulgarisation du discours et qui revient à l'aspect langage investisseur, entrepreneur dont vous avez parlé au début de la conférence. C'est parfait, tu as bouclé la boucle et en plus tu me proposes la transition vers l'anticipation. Merci à tous pour vos contributions et ce débat riche sur la levée de fonds. Donc cette anticipation, ça demande un temps de préparation. Voilà, je vous invite dans ces cas-là la semaine prochaine, mardi prochain, pour poursuivre avec d'autres intervenants cette discussion autour de non plus des compétences, mais de cette préparation où on va challenger et trouver son fiancé peut-être, se préparer, s'habiller à la mariée. Voilà, je vais changer vraiment ma charte de vocabulaire pour parler sur mariage. Donc, je vous invite la semaine prochaine, mardi 11h. Un grand merci à vous, Corinne, Bernard, Johan, Boris, Didier et Raphaël pour vos interventions, votre présence et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Rendez-vous mardi prochain à 11h sur le même canal sur Zoom. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.